Alors, le prochain dossier va concerner l'item sur les boiteries et les troubles de la démarche chez l'enfant, et il s'agira également d'un dossier questions-réponses. Alors, il s'agit d'un jeune patient âgé de 7 ans, Ludovic, qui est amené aux urgences par ses parents en raison d'une boiterie gauche évoluant depuis plusieurs heures. Alors, il s'agit d'un enfant sans antécédent particulier, ayant fait il y a 10 jours une otite traitée par augmentin. L'interrogatoire de l'enfant retrouve une notion de chute dans une aire de jeu, l'après-midi même, de sa boiterie. La température est à l'arrivée est à 37 degrés 9. Première question, quels sont les éléments pouvant faire évoquer une infection ostéo-articulaire? Vous avez 1 minute. En faveur d'une infection ostéo-articulaire, vous avez premièrement l'âge, donc il s'agit d'un enfant. Les enfants font plus fréquemment que les adultes des infections ostéo-articulaires. La notion de survenue brutale, donc c'est quelque chose, une infection, ça se fixe au niveau des zones métaphysaires le plus souvent, donc brutalement l'enfant va ressentir une douleur et une boiterie. En faveur également la notion d'une porte d'entrée potentielle par l'intermédiaire d'une otite récente, donc peut-être une bactériémie qui s'est localisée secondairement sur le squelette. Et également la fièvre, 37,9, c'est considéré comme un enfant fébrile. Deuxième question. L'examen clinique retrouve une limitation de la mobilité de la hanche gauche. Votre enfant donc boite, a de la fièvre et a une limitation de mobilité de la hanche gauche. Quels examens complémentaires allez-vous demander? Vous avez 3 minutes.
face à une boiterie fébrile et une limitation de mobilité de la hanche, vous allez bien évidemment demander des radiographies centrées sur la hanche. Donc, en réalité, vous demandez des radiographies du bassin, de face, et vous demandez un profil. Le profil qu'on demande en pédiatrie est le profil de Lowenstein, qui correspond à la position en grenouille. On voit très bien les hanches de profil. Deuxièmement, vous demandez une échographie fondamentale, parce que votre articulation est limitée dans sa mobilité, et donc vous allez rechercher un épanchement intra-articulaire, voire l'intérêt de l'échographie, et également, dans le cadre des infections ostéo-articulaires, de rechercher un abcès sous périostée. Voilà pour ce qui est du bilan d'imagerie. Également, face à une suspicion d'infection ostéo-articulaire, vous allez demander un bilan inflammatoire à la recherche donc d'un syndrome inflammatoire et d'une hyperleucocytose. Profitez-en également, si vous suspectez une infection, pour demander à l'infirmière le prélèvement d'une hémoculture. Troisième question, le bilan que vous avez demandé retrouve 11 300 blancs, dont 80% de polynucléaires neutraux, une CRP à 110. Les radiographies sont normales et l'échographie retrouve un épanchement de la hanche gauche. Alors, vous avez votre métaphyse fémorale qui est ici, avec le cartilage de croissance qui est là, et votre tête fémorale qui est là. La capsule articulaire est ici, et là, vous avez un cône d'ombre qui correspond à l'épanchement intra-articulaire. Donc, face à cette boiterie fébrile associée à un syndrome inflammatoire biologique et un épanchement, quel diagnostic évoquez-vous? Vous avez 30 secondes. Alors, facile, vous avez tous trouvé qu'il s'agissait d'une arthrite aiguë septique de hanche gauche. Boiterie fébrile, syndrome inflammatoire biologique, épanchement intra-articulaire. Quatrième question, quel traitement allez-vous proposer chez ce patient? Vous avez 3 minutes.
Là encore, il s'agit d'une urgence chirurgicale. Le premier qui oublie le caractère urgent, il a 0 à la question. Alors, vous allez donc en urgence ponctionner la hanche, au bloc opératoire bien sûr, parce que ça ne se fait pas sur une table de cuisine, sous anesthésie générale le plus souvent chez l'enfant, on peut rarement faire des locaux régionaux au niveau de la hanche. Et là, vous allez avoir deux possibilités. Donc vous allez ponctionner votre épanchement. Première possibilité, le liquide va être puriforme. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir du pu. Donc un épanchement purulent, dans un contexte septique, vous devez laver et drainer votre articulation. Donc lavage, drainage de l'articulation. Vous en profitez bien évidemment pour faire vos prélèvements bactériologiques avant de passer vos antibiotiques, qui seront donc une bi-antibiothérapie par voie intraveineuse, de préférence à visée antistaphylococcique, parce que c'est le germe qui est retrouvé dans 90% des infections ostéo-articulaires de l'enfant. Alors, la bi-antibiothérapie sera maintenue en tout 8 jours par voie intraveineuse, puis le relais sera pris péros pour en tout 6 semaines. Alors bien évidemment, vos prélèvements vont vous permettre d'adapter votre traitement antibiotique. Au début, vous allez préconiser plutôt une antibiothérapie à large spectre, de type par exemple claforan phosphomycine ou claforan vancomycine, mais néanmoins dirigé sur le staphylocoque. Une fois que vous aurez, mettons par exemple un staphylocoque métis-sensible, à ce moment-là, vous aurez une adaptation à faire et vous opterez par exemple pour de l'orbénine et de la rifampicine. Donc en tout, la durée du traitement de l'arthrite septique, c'est 6 semaines. Question numéro 5. Finalement, on vous met donc dans un autre cas de figure, le bilan biologique a plutôt retrouvé 7500 blancs, dont 60% de polynucléaires neutraux, et une CRP inférieure à 10. Donc votre enfant boite, il a un épanchement intra-articulaire, il a des radios normales, et il a une absence de syndrome inflammatoire biologique. Dans ce cas-là, quel diagnostic évoquez-vous face à cet épanchement? Vous avez 30 secondes. Alors, bien évidemment, face à un épanchement de hanche en dehors de tout contexte septique, vous allez évoquer une synovite aiguë transitoire ou ce qu'on appelle un rhume des hanches. Donc, rhume des hanches, dont on ne connaît pas très bien l'étiologie, mais dont on sait qu'elle survient de façon brutale, suite à une infection ORL, possiblement virale, et en fait, sans caractère septique, sans aucun caractère septique, bien sûr, avec une absence de fièvre et de syndrome inflammatoire biologique. Alors, c'est une affection bénigne, bien sûr, et cette affection, devra être traitée. Alors, nous allons voir comment. Donc, comment allez-vous traiter ce rhume de hanche et quels conseils, notamment, allez-vous donner aux parents? Parce que les parents, bien évidemment, vont vous demander est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, vous avez 3 minutes.
Alors, le traitement du rhume de hanche ou de la synovite aiguë transitoire passe par le repos au lit, tout simplement, pendant quelques jours, 3-4 jours. Vous laissez donc la hanche au repos. Vous pouvez y associer, si l'enfant est très douloureux, des antalgiques ou des anti-inflammatoires, mais ça n'a pas de caractère obligatoire. Très important, il faut que les parents surveillent la température. Parce que je vous rappelle que, de manière générale, mais particulièrement dans ce cas clinique, l'enfant a eu des antibiotiques, donc il n'est pas complètement exclu qu'on soit face à une arthrite décapitée par un traitement antibiotique. Donc il faut toujours garder à l'esprit qu'un épanchement peut être septique, même si le bilan inflammatoire est initialement normal. Il faut quand même surveiller la température à domicile. Et il faut préciser aux parents que les symptômes doivent régresser en quelques jours. L'enfant ne doit plus boiter en moins d'une semaine. Donc les symptômes doivent régresser assez rapidement. Et enfin, il faut impérativement que les parents ramènent l'enfant un mois après cet épisode pour réaliser une nouvelle radiographie du bassin, un mois après, donc de face et de profil. Question 7. Donc, malgré votre traitement bien conduit, votre patient s'est bien reposé au lit, il continue à boiter, alors que normalement, face à un rhume de hanche, il aurait dû ne plus boiter au bout de quelques jours. Donc voilà la radiographie pratiquée à un mois, donc parce qu'il est revenu bien à un mois comme prévu. Quel est votre diagnostic face à cette radiographie? Vous avez 1 minute. Alors, face à une boiterie persistante dans les suites d'un rhume de hanche, le diagnostic qu'on évoque avant tout, c'est la maladie de Legg-Calvé-Perth ou ostéochondrite primitive de hanche. Et effectivement, initialement, les radiographies sont normales, donc vous ne pouvez pas le diagnostiquer, mais les signes radiographiques apparaissent un mois après, souvent avec cette image en coup d'ongle qui correspond à un effondrement de l'os sous-chondral. D'où l'intérêt de réaliser une radiographie un mois après un rhume de hanche. Question 8. Quelle est donc cette maladie et comment évolue-t-elle? Vous avez 3 minutes.
Alors, il s'agit donc d'une nécrose aseptique de la tête fémorale d'origine inconnue. On ne sait pas très bien pourquoi ça survient, mais on sait que ça survient à peu près dans les mêmes tranches d'âge que les rhumes de hanche, c'est-à-dire entre 3 et 9 ans. L'évolution se fait spontanément vers la revascularisation de la tête fémorale, contrairement à l'adulte qui a une nécrose. L'adulte qui a une nécrose ne revascularisera jamais sa nécrose. L'enfant qui a une nécrose dans le cadre de cette maladie revascularisera toujours sa tête fémorale. Alors le problème, c'est que la revascularisation, elle se fait en 18 mois, donc c'est quand même assez long. Et le problème, c'est que la tête fémorale va passer par une phase où elle va être fragile et où elle risque de se transformer en coxa magna, c'est-à-dire qu'elle va déborder du cotyle et donc entraîner une incongruence, comme on le voit très bien sur cette IRM. La tête fémorale, elle déborde du cotyle, donc elle n'est plus dans son logement, et à ce moment-là, vous risquez d'avoir donc une incongruence coxo-fémorale. Alors, comme vous avez bien traité le petit frère, la mère, elle vous amène le grand frère, parce que lui aussi, il présente des douleurs de cuisse. Alors, il a 13 ans, donc il est plus grand. Il a des douleurs de type mécanique qui évoluent depuis 4 mois. Donc, on n'est plus dans le cadre de la boiterie aiguë. Donc, boiterie qui évolue depuis 4 mois. Alors, vous l'examinez cliniquement, il se plaint de la cuisse, mais à l'examen clinique, vous trouvez une limitation de la rotation médiale. La rotation interne est limitée au niveau de la hanche. Par contre, vous avez une augmentation de la rotation externe de hanche. Donc, quel diagnostic évoquez-vous face à ce patient de 13 ans et ses douleurs mécaniques? Alors, donc face à un patient adolescent, on ne vous a pas précisé qu'il avait une surcharge pondérale, mais le plus souvent, ces patients ont une surcharge pondérale, qui ont une limitation de la rotation interne, une augmentation de la rotation externe. Le premier diagnostic évoqué est bien sûr l'épiphysiolyse de hanche. Alors, un piège classique en pédiatrie, c'est que les patients qui ont des douleurs au niveau de la hanche, en réalité, ont des douleurs projetées vers la cuisse ou le genou. C'est pour ça que votre sujet se plaignait de sa cuisse. Mais en pédiatrie, quand un enfant se plaint de la cuisse ou du genou, il faut toujours penser à la hanche. Donc effectivement, lui avait une épiphysiolyse de hanche, qu'on voit très bien sur la radiographie de profil. On voit que normalement, l'axe du col doit être perpendiculaire à la tête fémorale, qui aurait dû être ici. Et on voit qu'il y a une bascule donc, de cette tête fémorale en vara et rétrorsa, c'est-à-dire en varus et en arrière. Alors, question 10, concernant ce patient de 13 ans. Quelles mesures prenez-vous une fois que vous avez fait le diagnostic? Vous avez 2 minutes.
Alors, quelles mesures prendre face à une épiphysiolyse de hanche? C'est l'hospitalisation en urgence. L'urgence, ce n'est pas de l'opérer. L'urgence, c'est de le mettre en décharge, de le mettre en traction, de façon à ce qu'il n'appuie plus sur sa hanche. Pourquoi? Parce que si vous le laissez appuyer, en fait, il va continuer à glisser cette tête fémorale, donc sa tête va continuer à basculer, parfois même elle peut faire une bascule aiguë, c'est-à-dire que généralement c'est des formes chroniques, c'est-à-dire qu'elle glisse tout doucement, mais parfois elle peut brutalement accentuer son déplacement, et on peut se retrouver avec une tête fémorale complètement basculée en arrière du col, et là c'est très compliqué à traiter. Donc l'urgence, c'est de le mettre en décharge pour plus qu'il appuie sur sa hanche. Donc traction, puis une fois que vous l'avez mis en traction pendant quelques jours, vous pouvez à ce moment-là l'opérer et la chirurgie va viser non pas à réduire le déplacement, mais à le stabiliser. Alors on stabilise le déplacement tout simplement par une vis qu'on met en place à partir du col fémoral et qui vient se visser dans la tête pour bloquer le déplacement. Alors on ne réduit pas les déplacements des épiphysiolyses parce que la réduction entraîne un risque de nécrose. Question numéro 11. Face à un épanchement persistant de la hanche, quelles sont les autres hypothèses diagnostiques en dehors des diagnostics qu'on a déjà vus? Vous avez 3 minutes. Alors, comme je vous l'ai précisé, un sujet peut très bien avoir une arthrite septique, mais décapité par un traitement antibiotique. Donc ça, c'est la première hypothèse à évoquer, notamment si le sujet a des petits signes de type fébricule.
L'autre hypothèse, c'est l'arthrite juvénile idiopathique, en sachant que les rhumatismes inflammatoires de l'enfant débutent plutôt au genou ou à la cheville, assez rarement à la hanche. Et enfin, il faut évoquer bien évidemment l'existence de pathologies synoviales, à type de tumeurs bénignes de type synovite vilonodulaire par exemple, ou de tumeurs malignes, type synovialosarcome. Et enfin, bien évidemment, ne pas oublier les troubles de l'hémostase qui entraînent donc des épanchements persistants de type par exemple hémophilie. Question numéro 12. Donc la mère vous parle du cousin, parce que vous avez très bien traité les deux frères, qui ne marche pas très bien. Alors, il ne marche pas très bien, mais il n'a pas de vraie boiterie. Mais je vous rappelle que l'item de la question, c'est boiterie et trouble de la démarche. Donc il faut savoir, bien évidemment, quelle est la différence entre boiterie et trouble de la démarche. Vous avez 2 minutes. Alors, une boiterie, on l'a vu, c'est donc une modification récente de la démarche. Donc c'est un enfant qui avait acquis la marche, qui marchait parfaitement bien, et qui brutalement ou progressivement se met à plus marcher de façon satisfaisante, et c'est le plus souvent lié à un phénomène douloureux, brutal. Alors qu'un trouble de la démarche, c'est une anomalie d'apparition progressive, voire ayant toujours existé, et qui est le plus souvent liée à une anomalie du système musculo-squelettique ou du système neurologique. Alors voilà un exemple de trouble de la démarche. Quel est votre diagnostic? Vous avez 1 minute.
Alors, il s'agit d'un enfant qui présente une hémiplégie droite. Donc cet enfant, on le voit, il attaque en fait le pas avec la pointe du pied droit. C'est-à-dire qu'il a probablement un équin du pied. Et son côté droit est globalement moins mobile que son côté gauche. Deuxième exemple de trouble de la démarche. Qu'est-ce que vous évoque ce patient ? Ce patient a de toute évidence une myopathie avec une marche chaloupée. Vous voyez qu'il envoie son membre inférieur et il est en lordose lombaire, c'est-à-dire que ses muscles du tronc ne tiennent pas bien son tronc, et donc ce type de démarche évoque de toute évidence une myopathie. Donc vous voyez que face à un trouble de la démarche, il faut impérativement rechercher soit une anomalie neurologique, donc faire un examen neurologique complet, soit une anomalie musculaire, et rechercher notamment une myopathie face à ce type de démarche. Alors il y a quelques tests qui sont spécifiques à la pédiatrie qu'on peut faire pour rechercher notamment une faiblesse musculaire. Il y a les manœuvres d'accroupissement-relèvement que vous faites faire plusieurs fois de suite. Si l'enfant met ses mains sur ses genoux pour s'aider à se relever, ça c'est très en faveur d'un déficit musculaire. Vous pouvez faire aussi une marche à cloche-pied. Vous avez plusieurs petits éléments cliniques qui vous permettent de dépister ces anomalies neuromusculaires, qui sont absolument impératives à rechercher. Alors, en conclusion, je dirais que face à une boiterie de l'enfant, quand vous voyez un enfant boiter, il ne faut pas le laisser rentrer chez lui sans avoir éliminé 2 diagnostics graves, que sont l'infection ostéo-articulaire, qui est une urgence thérapeutique. D'accord ? Si vous ne traitez pas en urgence une infection, vous aurez des séquelles. Et deuxièmement, il faut rechercher une tumeur qui est une urgence diagnostique. Donc en gros, tout patient, tout enfant qui boite ou qui a mal à un endroit de son appareil locomoteur devra avoir une radio centrée sur la zone douloureuse. Si vous ne savez pas d'où est-ce qu'il boite, eh bien dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander une radiographie de l'ensemble du membre inférieur en entier pour éliminer une tumeur. Deuxième point fondamental à retenir, c'est face à un trouble de la démarche, il faut se méfier d'une origine neuromusculaire et bien faire un examen neuromusculaire.